Oui, donc je vais vous présenter ce projet. C'est un projet qui a commencé à peu près il y a 3 ans avec la thèse de Clément qui faisait une thèse CIFRE. Et l'objectif dans son entreprise, c'était de faire de l'analyse d'images pour des clients. Et à chaque fois, il y avait des images différentes et des problématiques différentes avec des microscopes différents. Et du coup, il fallait pouvoir entraîner des modèles rapidement. Et des modèles généralistes ne fonctionnaient pas forcément. Et du coup, il a émergé cette question de comment est-ce qu'on peut entraîner rapidement des réseaux de neurones, notamment en annotant relativement peu les images. Et donc, je vais vous expliquer un peu le cheminement qu'on a eu jusqu'à présent pour essayer de répondre à cette question. Alors, le premier point à remarquer, c'est qu'aujourd'hui, en biologie au moins, c'est pas vrai forcément dans tous les domaines, mais en biologie, les domaines, les méthodes qui dominent l'état de l'art, c'est des méthodes à base de flow ou de distance. Donc, je vais vous en parler un petit peu rapidement. Donc, c'est le cas par exemple dans CellPose. Vous avez peut-être que beaucoup de gens utilisent. Vous avez peut-être déjà vu des images comme ça. Ici, on a une image de cellules qui sont très proches les unes des autres. Et une des grandes difficultés, en réalité la principale, c'est pas vraiment la complexité morphologique de l'objet qui est assez simple, c'est des patatoïdes, mais c'est vraiment le fait que les objets se touchent et que en fait trouver leur séparation, c'est la problématique principale. Donc c'est assez spécifique à la biologie, ça. Et du coup, il faut trouver une bonne manière de représenter ces objets et de pouvoir les différencier. Et aujourd'hui, ce qui domine, c'est vraiment cette idée de définir un champ de vecteurs. Alors là, on représente juste son orientation. Vous voyez, suivant la couleur, on a une orientation de flèche qui est différente. Et on remarque que, par exemple, si on définit un champ de vecteurs qui pointe vers l'intérieur de l'objet, bah, ça va nous permettre de vraiment très bien séparer les objets entre eux parce que les couleurs seront opposées. Quand il y a deux objets qui se touchent, on a deux vecteurs qui pointent dans des directions opposées et donc on va pouvoir faire une séparation facilement. Et donc ensuite, avec des techniques mathématiques, on va pouvoir passer d'une représentation comme ça vectorielle à une séparation d'objets qui sera très claire. Et donc, alors ce principe, c'est vraiment, ça domine. Il a émergé dans les années, on va dire 2018. On a un représentant français qui était pionnier, c'est Thomas Walter. Et ensuite, bah, c'est vraiment la base de Stardist, de CellPose, de Overnet, de Cellvit, tous les modèles état de l'art actuellement en segmentation d'imagerie biologique. Et en fait, la question de comment définir ce champ de vecteurs est pas si simple. Il y a beaucoup de choix possibles et on en trouve plein dans la littérature. Donc ici, on a une représentation naturelle d'un objet qui est une carte binaire. Et ensuite, la représentation, on peut définir des cartes de distance sur cet objet. Par exemple, on peut choisir un centroïde et définir la distance du centroïde au bord. C'est ce qui est fait dans cette pose. On peut aussi définir la distance au bord de l'objet. Là, on voit que la distance augmente progressivement quand on s'éloigne du bord de l'objet. On va voir que c'est le choix qu'on a fait, nous, dans nos travaux. Ou on pourrait même définir une distance à un squelette de l'objet, ici, donc une distance qui s'éloigne, qui grandirait quand on s'éloigne du centre. Voilà, il y a plein de choix possibles. Et ensuite, on peut avoir cette représentation en distance d'un objet, ou on peut avoir une représentation en flow. Ce qu'on appelle flow, c'est un champ de vecteurs qui, moralement, représente le gradient de cette carte de distance. Ok. Alors, le choix de cette distance, il n'est pas anodin. Et par exemple, c'est ce qui va différencier CellPose, que je pense presque tout le monde connaît, de OmniPose. OmniPose est très utile et encore utilisé pour les objets très allongés, comme des bactéries, par exemple. Et là, par exemple, donc on a le choix de CellPose, où on va définir une distance à un centroïde. Et là, on a le choix de OmniPose, où on va définir la distance au bord. On voit que les champs de vecteurs sont très différents. Et pour des objets qui ne sont pas des patatoïdes, ici, comme cette forme complexe, le choix d'un centre, définir un centroïde de l'objet, c'est assez facile, mais ici, définir un centroïde, c'est pas facile du tout. En réalité, là, si on définissait le centre de masse de cet objet, il serait même en dehors de l'objet. Et donc, on voit que en fonction de la position du centroïde, on va avoir des flots très différents, et ça nous plaisait pas. Donc on a plutôt préféré travailler sur la fonction distance au bord, qui elle est un objet naturel, qui nous semblait plus naturel, bien défini mathématiquement, tandis que le centroïde n'est pas bien défini. Et donc toute ma présentation va travailler sur ce choix ici. Alors, ensuite, comment on entraîne ces réseaux? Alors, l'approche traditionnelle, c'est de définir des très grosses bases de données. Voilà, ici avec par exemple plein de types cellulaires différents. On va annoter complètement toutes les images. Donc là, par exemple, c'est la base de données Paniuk, je crois, qui est très utile, utilisée en histopathologie. Et une fois qu'on a fait ça,
Donc, on va avoir une vérité terrain. À partir de cette vérité terrain, on va pouvoir définir des objets, par exemple les bords des objets, la fonction distance au bord ici, et puis le champ de vecteur qui correspond au gradient de cette fonction distance. Et ensuite, on va avoir un réseau de neurones, typiquement un réseau de neurones convolutionnel, par exemple un U-Net. Il va prendre en entrée cette image et son objectif à lui, ça va être de nous renvoyer ses sorties. Donc par exemple ici, dans le cas de Omnipose, les bords, la fonction distance, le gradient. Donc là, on est en cours d'entraînement, donc ce qui nous renvoie n'est pas parfait. Et donc on va entraîner le réseau de telle manière à ce que la sortie ici coïncide avec la sortie là. Ok. Et donc la difficulté dans l'entraînement, c'est qu'il nous faut des bases de données complètes pour pouvoir générer ces vérités terrain ici, ces cartes de distance et ces flots. Et ensuite, avec des procédures numériques, on va pouvoir définir voilà, un objet de segmentation. Et voilà, c'est un processus itératif où on va progressivement optimiser les poids du réseau de telle manière à ce que cette sortie corresponde à un ensemble d'images d'un jeu de données. Alors, les grosses limitations, c'est qu'on a besoin de beaucoup de données complètement annotées, ce qui peut être extrêmement pénalisant en termes de temps. Il n'y a pas de solution satisfaisante en 3D parce que faire de l'annotation complète en 3D, c'est difficile. Et si on veut faire du transfert d'apprentissage, c'est-à-dire on a des poids préentraînés et on veut les modifier un petit peu pour s'ajuster à un nouveau jeu de données, il va falloir aussi annoter complètement. Par exemple, dans Cellpose 2, il va falloir prendre des petits pages dans votre image et les annoter complètement avec le fond, les bordures, l'intérieur. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Et la réponse c'est oui, et c'est Sketchpose. Alors, il y a deux versions de Sketchpose. Il y a la version qu'a développée Clément, qui est ici à côté, et Nathanaël, qui finit sa thèse actuellement avec moi, Sketchpose 1. Donc je vais vous en parler, ensuite je vous parlerai de Sketchpose 2. Alors, et donc pour la petite info, si vous avez des postes pour Clément, ça serait super. Voilà, il fait de l'intelligence artificielle, et c'est assez rare, et de l'imagerie biologique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par annotation partielle? Donc ici on a une image, c'est un neurone, je crois. Et une annotation complète, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va complètement annoter en marron le fond, complètement annoter en bleu l'intérieur de l'objet et annoter complètement le bord de l'objet ici en rouge. Une annotation partielle, ce qu'on entend nous dans ce projet, c'est ça, on va juste venir dessiner avec la souris un petit peu de rouge, un petit peu de bleu à l'intérieur, un petit peu de marron en sortie, et on aimerait entraîner un réseau juste à partir de ça. Et quelle est la difficulté? En fait, elle se voit très bien. Si on a annoté complètement notre objet, ça va être très facile de définir la fonction distance au bord, les flots et tout ça. Mais si on a des annotations partielles, bah, c'est impossible. C'est pour ça qu'actuellement, tous ces réseaux qui sont à l'état de l'art, ils ont besoin d'annotations complètes ici pour pouvoir définir les flots, les fonctions distance et tout ça. Et donc nous, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a juste des petites annotations comme ça? Est-ce qu'on peut encore entraîner un réseau? Alors, la réponse est oui, et donc dans Sketch Pose 1, la solution qu'on a trouvée, c'est la suivante. On va imaginer là que notre utilisateur dessine en bleu l'intérieur de la cellule et dessine en rouge la frontière. Dans ce cas-là, on va pouvoir définir une fonction distance à l'union de cette zone bleue et de la frontière. Ça va nous définir voilà, cette fonction distance, vous voyez, qui augmente quand on s'éloigne de la frontière et quand on s'éloigne de la frontière de S union la frontière, enfin la bordure. Et ce qu'on a montré, c'est un petit théorème qui est en réalité très simple, c'est que la distance, la fonction distance, on peut définir un ensemble D ici en rose, sur lequel même si on a noté juste partiellement ici notre frontière, en fait, sur cet ensemble D, on va pouvoir calculer exactement la fonction distance. Vous voyez, si je reprends cette image, là, on ne savait pas du tout comment calculer la fonction distance à partir juste de ces quelques annotations. Notre théorème, ce qu'il nous dit, c'est que en fait, si on fait ce travail de définir un ensemble bleu et la frontière à l'intérieur de l'ensemble bleu, on va pouvoir définir un ensemble rose sur lequel la fonction distance pourra être bien définie juste à partir des annotations partielles. Voilà, et donc on va pouvoir définir ici une fonction sur laquelle une fonction cible pour notre réseau de neurones. On va vouloir que notre réseau de neurones, il retourne la fonction distance, mais juste sur cette petite partie. Et ça se fait très facilement. Donc on va définir une losse dans notre réseau de neurones on applique notre réseau de neurones à une image XY.
on va vouloir le comparer à un champ de vitesse VI. Dans le cas standard, on va mesurer la distance sur tout l'espace. Et dans le cas de Sketch Pose 1, on va mesurer la fonction distance juste sur mesurer cet écart à notre fonction cible, juste sur ce petit domaine D. Et alors, cette idée très simple, Clément essentiellement l'a implémentée dans un plugin d'Apparis qui est déjà disponible. Ici, vous avez une image. On va faire quelques annotations. Alors, le choix des couleurs est malheureux. Donc, vous voyez ici en bleu, on a noté l'intérieur des cellules et en rouge les bords des cellules. Donc, on va noter que ça. Et vous cliquez sur Entraîner votre réseau et le réseau, au bout de une ou deux minutes, va vous renvoyer ce résultat de segmentation. Là, le réseau, il n'a pas du tout été pré-entraîné, c'est des poids de départ. Et donc ça, tout ça, c'est disponible dans une interface. Voilà, alors, donc c'est la même chose que je vous ai dit, sauf qu'on a changé les couleurs pour que ce soit plus joli. Et bon, en fait, on s'est rendu compte que rien que, vous voyez juste en notant ça, on va entraîner le réseau, il va nous renvoyer ce résultat de segmentation qui est, en fait, on peut montrer bien meilleur que par exemple des poids pré-entraînés de Omnipose. Donc ça, c'est en entraînant de zéro. Un truc peut-être plus intéressant, c'est de faire du transfert d'apprentissage. Et par exemple, de partir des poids pré-entraînés d'Omnipose, là, on a une coupe d'images biologiques et on se rend compte qu'en fait, les résultats sont pas terribles parce qu'il y a eu de la sous-segmentation. Ici, il y a plusieurs objets qui sont segmentés ensemble. Et donc, ce qu'on va faire, c'est juste venir annoter un petit peu quelques objets en plus où il y avait des erreurs, réentraîner le réseau juste à partir de ça. Donc là, on n'a pas annoté complètement, on est juste venu faire quelques strokes avec notre souris dans l'image. Et on va obtenir des résultats ici. Bon, on a des mesures, pour ceux qui connaissent, on mesure l'intersection sur l'union, le pourcentage de détection en fonction bon, d'un seuil d'intersection sur union. Et on obtient des meilleurs résultats avec un petit peu de réentraînement. Et enfin, le dernier truc qu'on peut faire, c'est prendre des grosses bases de données. Et on s'est posé la question, maintenant, qu'est-ce qui se passe si sur ces bases de données, on enlève 50% des annotations, 75% ou 90%? Et les résultats qu'on a obtenus, c'est les suivants. Donc là, vous voyez ces courbes-là, en gros, quand elles sont hautes, ça veut dire que la segmentation est bien faite. Donc quand on a 100% des annotations, on a des modèles similaires à ceux de CellPose ou OmniPose. Et ce qu'on s'est posé, c'est est-ce que la performance, elle chute si on réduit la quantité d'annotation? Et la réponse est essentiellement non. On voit que les courbes à 100%, 50% et 25%, elles sont toutes alignées. Donc ça veut dire que juste avec un quart des données, on obtient des modèles qui fournissent des résultats de qualité aussi bonnes que si on avait mis 100% des données. Et on a une vraie chute de performance quand on met juste 10% des données. Donc, là, par exemple, sur ce jeu de données-là, on peut conclure que en fait, c'était pas la peine de tout annoter. Avec un quart des annotations, ça aurait été suffisant, ce qui est déjà, bon, si on gagne un temps, quatre fois le temps, c'est pas mal. Alors, ça, c'est la fin de Sketch Pose 1. Et donc, il y a quand même des limites à ce principe. La principale qui nous va pas, c'est que ce principe s'étend pas naturellement au 3D parce qu'il faudrait définir des surfaces de frontières entre les objets. Et ça, c'est très difficile sur des interfaces de dessin, par exemple sur un Appareil. On est capable de faire des traits, de définir des frontières le long de traits, coupe à coupe. Mais par contre, définir toute une surface de frontières, c'est très difficile. Et donc, le principe, il est très simple aussi. On a encore besoin de 25% d'annotation, ce qui peut paraître beaucoup dans certains cas. Et ça peut être un petit peu difficile de venir détourer les frontières complètement. Et donc, ça nous a amené à Sketch Pose 2, qui va essentiellement résoudre ces principaux problèmes. Donc, dans Sketch Pose 2, l'idée, déjà, c'est une idée qu'on a développée avec Florian Saron, qui est actuellement en postdoc, qui cherche lui aussi un poste, voilà, et qui est super. Et donc, je vais vous en parler. Alors, l'idée là, alors il y a des maths, on est obligé de se raccrocher un petit peu aux mathématiques, c'est de se rapprocher un peu des Physics Informed Neural Network. On va utiliser le fait que les fonctions distance au bord, elles sont caractérisées par une équation aux dérivées partielles. Cette équation aux dérivées partielles, elle est relativement simple. Elle nous dit que la fonction distance, en fait, une fonction distance, elle satisfait ces deux équations. Donc elle vaut 0 sur le bord d'un objet. D rond x, là, c'est le bord d'une frontière.
Donc la fonction distance, elle vaut 0 sur le bord. Et ensuite, quand on s'écarte du bord, elle doit aller à vitesse 1. La fonction distance, elle croît linéairement quand on s'écarte du bord. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme du gradient de la fonction distance vaut 1 presque partout. Et en fait, ces deux équations sont suffisantes pour complètement caractériser une fonction distance. Ça s'appelle l'équation éconale, qui est une équation bien connue. Et ensuite, si on veut définir une fonction distance signée, qui serait positive à l'intérieur des objets et négative à l'extérieur des objets, on a besoin de rajouter ces deux contraintes, que la fonction phi doit être positive à l'intérieur, dans x1, ce qui est l'intérieur, et négative dans x0, qui est l'extérieur. Alors cette équation, elle a l'air assez simple comme ça, mais en réalité, il n'en est rien. Il y a une médaille Fields autour de cette équation, qui est Pierre-Louis Lyons, parce qu'il y a une infinité de solutions. En fait, si par exemple, là, il y a une solution, on veut trouver la fonction distance en une dimension à un ensemble qui vaudrait, donc, qui serait le point -1 et le point 1. Donc la fonction de distance naturelle, c'est ça, c'est ce chapeau pointu ici. C'est bien une fonction de distance à l'ensemble -1, 1. Mais ça c'est aussi une fonction de distance. Vous voyez, le gradient vaut 1 presque partout. AE, c'est almost everywhere, ça veut dire presque partout. Le gradient vaut bien 1 et phi vaut bien 0 sur les bords. Donc, cette équation ne permet pas de distinguer ça de ça, mais elle ne permet pas non plus de distinguer ça. Parce que là, le gradient vaut 1 presque partout. La pente vaut toujours 1. Et on a juste défini une petite montagne avec une pente toujours égale à 1. Et donc, il faut choisir une solution particulière qui est la solution de viscosité. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est un petit peu technique quand même, c'est un peu difficile mathématiquement. Et bon, disons qu'il y a des techniques mathématiques pour aller chercher cette solution et pas une autre. Euh, Et donc maintenant, l'idée qu'on a eue, c'est, OK, cette équation aux dérivées partielles, elle définit complètement la fonction distance, si on est prêt à prendre quelques précautions pour aller chercher la solution de viscosité. Mais en réalité, maintenant, si on a des annotations partielles, cette équation est toujours validée. C'est-à-dire que là où on a dessiné du bleu ou du noir, ben, on sait que la norme du gradient vaut 1. La fonction vaut 0 sur des annotations même partielles. Et puis, on sait doit être supérieur dans les annotations de l'intérieur et inférieur à 0 dans les annotations de l'extérieur. Et donc, si on prend si on définit la fonction de distance à partir de cette équation aux dérivées partielles, on peut toujours, même à partir d'annotations partielles, réussir à peu près capturer la structure de la fonction de distance. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a défini une loss qui est une loss, on appellerait ça physics informed, informée par la physique, où on va essayer de nous s'arranger pour que la sortie de notre réseau de neurones, elle vaille 1 là où on a dessiné. Donc, ça veut dire la norme de gradient phi de x moins 1, on veut que ça ce soit proche de 0. Donc, on va pénaliser le carré de ça. On va vouloir que sur les frontières, phi vaille 0. Donc, on va pénaliser le carré de phi au niveau des frontières. Et puis, on veut que ce soit positif et négatif à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on va venir pénaliser les points où le réseau de neurones ne nous enverrait pas des valeurs positives là où on a dessiné en bleu et négatives là où on a dessiné en marron. Voilà. Et donc, ça, on peut le définir comme une loss dans un réseau de neurones. On l'a fait. Je vais vous présenter un petit peu les résultats. Alors, c'est très rapide. C'est un travail en cours. J'espérais pouvoir vous présenter l'interface et voilà, un peu plus ce qu'on a obtenu, mais on n'y est pas encore. On est en train d'y travailler avec Florian. Et donc là, ça vous donne un peu l'idée de ce que c'est des annotations partielles. Donc on avait des annotations complètes sur certains jeux de données et on est venu retirer par exemple ici 90% des données ou ici 99% des données. Et donc on doit entraîner notre réseau de neurones en lui donnant de l'information juste ici. D'accord? On lui dit juste, là, tu es à l'intérieur d'une cellule, là, tu es à l'extérieur. Le bleu, c'est extérieur, le orange, c'est intérieur. Et on définit des petites frontières. Et donc, on va entraîner un réseau de neurones juste en lui donnant ici 1% des données. Et en fait, on est encore en train d'essayer d'optimiser le réseau, mais ce dont on se rend compte, c'est quand même que ça fonctionne relativement bien, même avec 10% des données qui étaient un cadre où Sketch Posin s'effondrait. Là, ça a l'air de encore bien fonctionner. On a des IOU, des performances à IOU supérieures à 0,8 de 0,85, donc ce qui est tout à fait satisfaisant. Et même à 1%, ce qui est là vraiment quasiment rien du tout, on a encore des performances de quasiment 77%.
Donc ce qui est vraiment remarquable. Donc on a pas mal d'espoir que ça fonctionne bien. Bon, on a fait des courbes qui sont là pas idéales. On se rend compte, donc en fait, là, on voit ces courbes que je vous avais présentées tout à l'heure qui nous disent à partir de quel seuil d'appariement l'index de Jacquard s'effondre. Donc à 0,8, c'est très bien. Et donc on voit que là, les modèles jusqu'à 5% se comportent encore relativement bien et à 1%, on a quand même une baisse. Et ce qui nous dérange un petit peu actuellement, c'est que le modèle Omnipose, donc qui est entraîné pas du tout de la même façon, avec, en régressant sur des... lui, il a besoin du jeu de données complet. Lui, il fonctionne quand même un petit peu mieux. Donc, on est en train d'essayer de tuner nos réseaux pour gagner pour que quand on est 100% de la notation, en fait, on ait les mêmes performances que des modèles état de l'art. C'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement. Voilà, donc c'est la fin scientifique de ce que j'avais à vous dire. Donc, les messages principaux de cet exposé, c'est que aujourd'hui, en segmentation d'images biologiques, ces modèles à base de flow ou de distance, c'est l'état de l'art, c'est vraiment ce qui domine. Le gros problème, c'est qu'il y a besoin d'énormément de données. Et donc, on a trouvé des solutions pour réduire drastiquement la quantité de données nécessaires pour tout de même entraîner des modèles qui reposent sur ces objets de distance ou de flow. Actuellement, on est en train de travailler sur plusieurs axes. Déjà, on est en train de... Bon, ça demande beaucoup de travail, ces réseaux de neurones, pour obtenir des performances de haut niveau qui sont plutôt un travail d'ingénierie. Là, on a trouvé les grands concepts, mais on est en train d'essayer d'améliorer les performances. On est en train d'essayer de faire des évaluations vraiment sérieuses, par exemple sur le jeu de données Paniuk, pour savoir où on en est. On a déjà étendu ce principe à la segmentation et à la classification jointe. Ça fonctionne aussi si on doit segmenter et classifier, par exemple si on a plusieurs types cellulaires, on peut les détourer, mais aussi déterminer leur type, on sait le faire. L'extension au 3D, elle est directe, disons d'un point de vue formel, mais ça demande beaucoup de travail informatique. On continue à développer des interfaces Napari, même si celle de Clément est déjà fonctionnelle. Et on a aussi des idées pour étendre ce principe à la détection de filaments, qui est un des problèmes importants actuellement en imagerie biologique. Voilà, c'est la fin de mon exposé, je vous remercie.